Bonjour à toutes et à tous. Nous voulons dans cette conférence aborder la problématique de l'électrification rurale par la petite centrale hydroélectrique. Vous êtes sans ignorer que dans nos pays subsahariens, la problématique énergétique est une vraie question qui n'a pas de solution depuis plusieurs décennies. En fait, il n'y a jamais eu de solution à cette problématique pour des raisons structurelles. Nous n'allons pas tellement nous attarder sur les raisons, nous les connaissons et nous avons plutôt envie de parler des solutions, des réponses, des moyens pour essayer de réduire la dépendance, le déficit énergétique des pays subsahariens. Alors, sans plus tarder, nous allons... j'ai préparé une petite présentation PowerPoint pour essayer de sensibiliser les concernés, les populations rurales, et à la possibilité de se prendre en main sur cette problématique énergétique. Ce ne sont pas des questions qui dépassent les populations rurales lorsqu'elles sont structurées et organisées. Et il suffit de se mettre ensemble pour essayer d'y apporter des réponses. Alors, vous voyez, voilà en gros une configuration de la petite centrale hydroélectrique, celle dont nous parlons. Bien sûr, il y a des milliers de configurations possibles. Il y a autant de configurations possibles que de sites qui existent dans la nature. Donc, à chaque site potentiel, on peut associer une solution de valorisation de l'énergie hydroélectrique et par des méthodes toutes bêtes, toutes simples, comme vous le voyez. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, comme on a l'habitude de voir dans la production de l'électricité par les cours d'eau. Les gens ont à l'esprit qu'il faut faire des grands investissements, des grandes retenues. Et bien là, il n'y a en fait pas de retenue. Ce que nous voyons là, c'est une sorte de prise d'eau. On bloque un petit peu l'arrivée de l'eau au niveau du sommet de la dénivellation pour permettre à ce qu'il y ait un certain débit d'eau qui soit orienté vers la turbine. En fait, le cours d'eau qui circule naturellement a un certain débit tout au long de l'année. Et souvent, on va se contenter de turbiner une partie de ce débit parce que c'est le cours d'eau, la force de l'eau, n'est-ce pas, son poids, sa vitesse de déplacement qui est en fait nécessaire pour actionner la conversion de l'énergie hydraulique en énergie mécanique via la turbine. Puis la turbine étant couplée à un alternateur va produire de l'électricité. C'est en gros le mécanisme de production de l'électricité. C'est vraiment simple. Alors, donc là, bien sûr, dans tous nos cours d'eau, vous avez bien, quand vous regardez cette image, c'est une configuration qui est omniprésente dans tous les pays africains où il y a des cours d'eau. On trouve à un certain moment sur le lit du cours d'eau des endroits où le cours d'eau, la rivière ou le fleuve présente une configuration comme celle-ci où on a possibilité d'obtenir un dénivelé. Ça, c'est cette configuration-là qui permet de réaliser les petites installations. Parce qu'en fait, lorsque le cours d'eau est vaste et qu'il s'étend sur une surface plane et où il n'y a pas beaucoup de dénivelé, eh bien, la petite hydraulique ne s'y prête pas beaucoup pour des raisons évidentes, notamment en cas d'inondation, quand il y a des crues, tout équipement au voisinage d'un grand cours d'eau va être emporté facilement par des crues. C'est pour ça que, concernant la petite hydraulique, on se contente de prélever une partie du débit du cours d'eau pour la ramener vers un espace, un emplacement qui est à l'abri en général des inondations et des intempéries, pour pouvoir
valoriser cette énergie hydraulique en énergie électrique. Alors, ici, bien sûr, on va faire un petit commentaire. Nous avons donc le canal d'Amené. Le canal d'Amené, donc, si vous voulez, c'est cette tranchée de laquelle circule le débit d'eau à turbiner qui circule à l'air libre. Eh bien, cette eau qui arrive, c'est une eau brute. Elle doit être décantée sur son parcours. Il y a certains débris, des particules en suspension qui doivent être déposées au fond. Et l'eau résultante arrive ici dans ce qu'on appelle chambre de mise en charge. Donc c'est cette chambre de mise en charge qui alimente la conduite forcée qui est donc la canalisation qui va vers la turbine pour céder l'énergie hydraulique à la turbine afin que la turbine, en tournant, tourne avec elle l'alternateur qui est la machine électrique qui est censée convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Voilà le procédé tout simple. Alors, bien sûr, lorsque nous... Voilà, là nous avons une petite image d'un site où il y a un cours d'eau qui ressemble en gros à ce que nous recherchons quand on fait la petite centrale hydroélectrique. Eh bien, un site comme celui-ci est un site modèle dans la mesure où, alors on va voir l'image, voilà, vous voyez l'eau qui arrive, elle est en train de débouler littéralement sur une pente. Il y a possibilité de prélever vers une canalisation qui prend de l'eau potable. Voilà, c'est ce genre d'installation de prise d'eau qu'on met en place, mais avec des canalisations un peu plus grandes, pour réaliser la conduite forcée, pour aller vers la conduite forcée. Voilà. Alors, là, nous sommes en campagne de sensibilisation pour la petite hydroélectricité. L'objet de cette campagne, comme vous le voyez ici, c'est de sensibiliser. Cette campagne de sensibilisation donne un aperçu de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre un projet pico-hydroélectrique pour l'électrification d'un village. Voilà. Cela permet aux développeurs de bien comprendre ce qui est impliqué au préalable. L'ordre des étapes est important pour s'assurer que la mise en œuvre est bien organisée. Voilà. Donc, si vous voulez, cette présentation explique un petit peu à ceux qui s'intéressent à se prendre en main dans la problématique énergétique. Ça leur permet de comprendre les différentes étapes qu'il faut franchir, qu'il faut parcourir pour arriver à mettre en place un projet hydroélectrique. C'est ça le but en fait de cette campagne de sensibilisation. Alors, la première étape consiste à, souvent les gens se posent la question, pardon, combien ça coûte, comment vous allez faire pour vous procurer les éléments qu'il faut pour réaliser l'ouvrage. Voilà. C'est la première question que les gens se posent, parce que souvent les gens n'ayant pas beaucoup d'argent, notamment lorsqu'il faut le faire par leurs fonds propres, les gens s'organisent. Là, nous visons une organisation communautaire. Voilà, le financement va être participatif, le financement par la mutualisation des ressources, où chacun des bénéficiaires de l'ouvrage va apporter sa contribution pour la réalisation de l'ouvrage. Donc c'est ça, en gros, le mécanisme de mise en place de ces petites centrales hydroélectriques dont nous parlons ici. Bien sûr, il est possible que parmi les bénéficiaires potentiels, il y ait des personnes qui, à elles seules, puissent financer la réalisation de l'ouvrage, ou à 2 ou à 3, au bénéfice de toute la communauté. C'est tout à fait possible. Mais là, nous parlerons de ce qui est prévu dans notre campagne de sensibilisation. Elle vise tous les pays d'Afrique subsaharienne qui sont intéressés par l'hydroélectricité au niveau communautaire, au niveau village, au niveau commune et département. Ça dépend. Il peut y avoir des communes qui mutualisent leurs ressources pour réaliser un gros gisement de centrales hydroélectriques pour l'électrification
de plusieurs villages dans leurs communes respectives. Voilà. Alors, la première étape ici, on a dit, c'est le coût et la disponibilité. Alors, sur le coût et la disponibilité, on regarde, il faut, première chose, établir la source des composants clés, en particulier la turbine et l'alternateur, plutôt la turbine, l'alternateur et le contrôleur. Ce sont les composants clés de la petite centrale hydroélectrique. Bien sûr, nous allons revenir sur chacun de ces composants, parce que c'est un peu technique pour l'ensemble. Enfin, la turbine, si vous voulez, je l'ai déjà dit, c'est l'appareil, la machine qui va, grâce à la force de l'eau, va entraîner l'alternateur qui, elle est une autre machine électrique qui est capable en tournant, de produire de l'électricité. Alors, puisque cette électricité doit être produite avec des paramètres spécifiques, comme notamment la tension électrique doit être stable, la fréquence, comme c'est une grandeur sinusoïdale, une grandeur périodique, une grandeur variable, la façon de varier de cette grandeur, qui est la tension, est caractéristique. C'est une sinusoïde parfaite. La fréquence doit être régulée, 50 Hz dans les pays d'Afrique subsaharienne pour la plupart. Et donc, pour pouvoir garantir ces valeurs-là de 50 Hz et de tension nominale à 230, 240 volts ou 380, 420 volts, lorsqu'on a un triphasé, eh bien, il faut qu'il y ait un autre appareil, une autre machine électronique qui, elle, va s'occuper de s'assurer que, quel que soit le débit d'eau, enfin, quel que soit dans la plage des débits d'eau susceptibles de faire fonctionner la turbine, eh bien, cette machine va s'assurer que les paramètres nominaux de la tension électrique vont rester constants. Voilà, c'est ça l'intérêt du régulateur. Alors donc, la démarche vise à s'assurer au départ d'où vont provenir ces équipements, les trois principaux. Quand on sait d'où ça va, ce n'est pas tellement le lieu, l'origine au sens littéral du terme, c'est en même temps une assurance que nous n'allons pas nous jeter à l'eau pour après aller chercher comment faire pour apporter la solution. Non, on sait déjà que la solution existe a priori et on sait même où on peut aller chercher les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la solution. Et c'est ça qui va nous donner plus d'enthousiasme pour mener des investigations complémentaires nous permettant d'aller de l'avant. Voilà, c'est pour ça que souvent les bénéficiaires dans les villages nous posent cette question. Et donc, on veut tout de suite les rassurer que nous ne prêchons pas dans le désert, nous savons parfaitement ce que nous recherchons, et plutôt ce que nous faisons, et nous savons où on ira chercher ce dont on a besoin pour y parvenir. Voilà. Alors, un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, voilà, c'est des grands temps du direct, je vais répondre après. Alors, deuxième étape, enfin pas la deuxième étape, c'est dans la première étape, mais deuxième question, chaque étape se résume à la réponse à plusieurs questions. La deuxième question, donc, c'est déterminer la plage de hauteur de chute en termes de débit et de puissance des équipements disponibles. Voilà, alors, supposons que nous avons des équipements disponibles, parce que bon, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, on peut se contenter de travailler avec ce que nous avons. On peut avoir une vieille machine qui peut faire office de turbine. Il en existe. Ça ne s'appelle pas turbine, mais on voit très bien dans nos pays, chacun de nos pays dispose des équipements qu'on peut utiliser pour en faire des turbines. Et donc, il est important que lorsqu'il y en a une qui est là, eh bien, qu'on sache les plages de fonctionnement de la dite machine pour essayer de voir si à l'endroit où on veut réaliser l'équipement, l'ouvrage, cette machine-là peut effectivement faire l'affaire ou pas. Est-ce que la capacité en termes voilà, vous savez, toutes les machines ne peuvent pas fonctionner dans n'importe quelle contrainte. Il y a des gros moteurs, des petits moteurs, de grandes machines, des petites machines, en fonction des usages qu'on veut en faire. C'est dans ce sens-là que la réponse à cette question est intéressante. Alors, la hauteur de chute
ça nous intéresse de connaître la hauteur de chute dans un dénivelé, une dénivellation d'un lit de cours d'eau, parce que c'est elle qui nous donne une idée du potentiel hydroélectrique qui existe sur le site en question. Il y a deux paramètres principaux, qui a la hauteur de chute et le débit du cours d'eau, la quantité d'eau qui passe par seconde, hein, en termes de mètres cubes par seconde ou de litres par seconde. Et donc, c'est ces deux grandeurs-là qui permettent de déterminer la puissance hydraulique disponible. Et c'est en fonction de cette puissance-là que nous pourrons savoir ce que nous allons pouvoir faire avec cette électricité-là. Notamment les personnes qui vont contribuer, il faudrait qu'elles sachent qu'elles sachent si en y contribuant, le travail, enfin la réponse à apporter va effectivement leur permettre de régler les problèmes, ou c'est une quantité d'énergie inférieure, est-ce qu'elle est beaucoup plus grande ou moins grande. Bref, c'est pour avoir une idée, une estimation en vrac de l'énergie disponible sur le site. Voilà, donc les trois paramètres, le débit de l'eau, la hauteur de chute, quand on en a une idée, ça nous permet de connaître à peu près la puissance brute, n'est-ce pas, hydraulique disponible. Alors, ce n'est pas encore la puissance électrique qu'on va pouvoir, puisqu'il y a des rendements et des coefficients, il y a des déperditions et beaucoup de pertes à plusieurs niveaux, mais nous allons associer les coefficients qu'il faut pour déterminer la puissance électrique nette, mais ça c'est après. Alors, la troisième étape, non, toujours dans la première étape, la troisième question, c'est obtenir le coût approximatif du système total auprès du fournisseur de turbogénérateurs et d'autres systèmes. Bon, évidemment, comme je vous le disais, les gens sont toujours intéressés notamment le promoteur, ou plutôt celui qui va réaliser la chose, a besoin de savoir si le budget disponible va pouvoir régler le problème, va pouvoir faire le travail du début à la fin, qui ne sera pas à court de liquidité. Parce que les ressources nécessaires, ce n'est pas que l'argent. Au niveau finance, ça peut être des matériaux, ça peut être notamment la partie génie civil, ça peut être des ressources humaines. On peut avoir besoin d'une équipe de personnes, des bras lourds pour aller faire des terrassements, des travaux bien physiques, peuvent être utiles pour la réalisation d'une telle infrastructure. Donc, il faut faire des estimations à la louche, au préalable, avant donc de pouvoir passer à l'étape d'après. Mais ça, c'est déjà la première étape, c'est des questions à laquelle il faut apporter des réponses. Alors, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'y apporter des réponses pour plusieurs raisons, notamment quand on est dans un site qu'on n'a pas visité, la proximité de certains matériaux par rapport à ce site n'est pas nécessairement évident au départ. Donc, alors, à ce moment, on suppose, en gros, que ça va être 3 000 euros le kilowatt. Voilà, 3 000 euros le kilowatt, c'est une grandeur, si vous voulez, c'est un ratio qui n'est pas exact. C'est une valeur approximative, ça peut être moins, ça peut être supérieur. Pour certains ouvrages, ça peut monter jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 euros, voire 6 000 euros le kilowatt installé, toujours pour les petites centrales hydrauliques, croyez-moi. Alors, donc, ça c'est pour une puissance d'1 kilowatt à produire. Alors, ça veut dire que si les besoins dans le village sont supérieurs à cette puissance, et que, c'est nécessaire, et que le financement disponible par rapport aux bénéficiaires est tout à fait accessible, eh bien, à ce moment-là, on peut multiplier par le nombre de kilowatts qu'on veut produire par 3 000 euros dans un premier temps pour estimer, disons, le coût global. Et puis, la dernière question à laquelle il faut répondre de la première étape, c'est visiter d'autres systèmes et fournisseurs d'équipements et générateurs de turbines et des tuyaux, des câbles, et bref, tous les composants qui vont intervenir dans le produit, notamment les composants les plus chers,
il faut visiter d'autres fournisseurs pour qu'au cas où celui sur lequel on compte, sur qui on compte, n'a pas la disponibilité, mais qu'on puisse avoir une solution alternative. Voilà, donc déjà, dès la première étape, il y a beaucoup de questions à se poser. Hein, il y a beaucoup de réponses à apporter. Alors, on passe à la deuxième étape qui est en fait un aperçu initial. Hein, l'aperçu initial se résume ici en 4 points. Quand on arrive dans un village, voyez-vous, il y a des questions pour le promoteur. Nous, Bedita Foundation, qui faisons dans l'électrification rurale des collectivités locales décentralisées, des villages, des quartiers, enfin, des populations qui se regroupent en communauté, ou même des particuliers qui ont besoin d'avoir une production autonome d'énergie pour la réalisation de leurs activités économiques, commerciales, etc. Hein, c'est tout à fait possible. Eh bien, il faut qu'il y ait un désir local d'électricité ou d'énergie mécanique. Voilà. À ce moment, nous, ça nous intéresse. Nous, précisément, il faut qu'on soit en face des gens qui ont besoin d'électricité, hein, ou de force mécanique. Alors, la force mécanique, c'est avoir besoin, par exemple, d'écraser le manioc, écraser le maïs, ou faire de l'huile de palme, faire du beurre de cacao. Bref, toutes ces activités artisanales ont besoin d'énergie mécanique et qui peut être obtenue avec l'eau qui coule, une rivière qui coule, ou un cours d'eau peut faire tourner des machines qui broient les produits alimentaires, qui font tourner produire de l'huile de palme, de toutes sortes d'huiles, hein, des presses qui fonctionnent avec de l'eau, de la force de l'eau. De même que la force de l'eau peut faire tourner une turbine, mais de même, elle peut faire tourner une presse à huile. Hein, on peut vous faire ce travail et vous pourrez produire de l'huile en permanence sans avoir besoin de carburant ou de force physique ou de faire tourner avec des animaux. La force animale, non, c'est tout à fait possible de substituer ce travail avec de l'eau. Alors, donc, une fois on a identifié le désir de la volonté d'un site, d'une population locale d'avoir accès aux services énergétiques qu'on leur apporte, il faut également qu'on s'assure qu'ils ont la volonté de payer. Oui, parce que nous avons observé que les gens, quand on leur parle de l'hydroélectricité, eh bien, ils pensent qu'on leur apporte de l'électricité de façon généreuse, comme le font d'ailleurs certaines entreprises qui exploitent nos forêts, nos mines. Vous savez, l'Afrique est noyée d'entreprises étrangères qui pillent ses ressources naturelles, et dans les conventions d'attribution des droits des gouvernements africains leur demande à ces entreprises d'apporter en guise de compensation aux populations des riverains des solutions comme eau potable, électricité, la voirie, etc. Bref, des petites choses comme ça. Alors donc, du coup, les populations pensent quand on vient leur parler de solutions d'eau potable, ils nous considèrent comme étant des entreprises qui avons un autre moyen de compenser les dépenses que nous allons effectuer pour leur apporter de l'eau et de l'électricité. Donc ils pensent que c'est une action gratuite. Eh bien, et donc on les rassure tout de suite, non, ce n'est pas le cas. Nous sommes une ONG à capitaux purement nationaux, panafricains, et le financement est participatif, la mutualisation des ressources est nécessaire pour la réalisation de nos différentes activités. Ce sont les bénéficiaires de nos activités qui doivent contribuer, apporter toutes les contributions nécessaires, y compris financières. Voilà. Donc, s'ils veulent payer le prix des ouvrages que nous allons réaliser, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, nous pouvons poursuivre les travaux. Sinon, évidemment, cela ne sera pas possible parce que
il faut bien que ces équipements soient achetés, soient acquis pour ceux qui doivent être achetés, même si les autres ressources sont sur place, mais la composante financière reste importante dans tous les projets d'ailleurs. Alors, ce n'est pas les seules préoccupations pour la deuxième étape. Il y a la troisième préoccupation qui est une capacité locale à gérer un projet. Alors, bien sûr, puisque le projet, nous le réalisons au bénéfice des populations locales. C'est leur projet. Quand l'ouvrage va être réalisé dans leur village, nous allons repartir dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays respectifs. Les experts qui auront contribué à la mise en place du projet vont repartir chez eux, chacun respectivement. Et du coup, l'ouvrage va être la propriété des bénéficiaires. Et si on ne s'est pas assuré que le personnel, on a formé des personnes sur place qui sont capables d'assurer la continuité du service énergétique, notamment la maintenance, l'entretien, la conduite de l'installation, eh bien, l'ouvrage ne va pas faire long feu. Et donc, nous allons nous assurer que cette présence locale d'une capacité à gérer le projet existe. Et même si elle n'existe pas, a priori, elle n'est pas opérationnelle, puisqu'il n'y a jamais eu un tel ouvrage sur le site. Par contre, nous entendons par là la possibilité ou la nécessité de former une ou deux personnes sur site qui soient capables d'assurer la continuité du service énergétique de l'ouvrage que nous allons installer. C'est ça la troisième préoccupation de la deuxième étape. Et si bien sûr le site sur lequel nous réalisons l'ouvrage est distant des habitations, il est quelquefois intéressant qu'il y ait un réseau électrique qui relie déjà les villages, enfin pas les villages, les maisons, les habitations. Voilà. S'il y a déjà un réseau électrique qui relie les habitations, parce que bon, les gens sont raccordés, mais il n'y a pas d'électricité. Vous le savez, en Afrique subsaharienne, tout le monde, pas tout le monde, mais disons, tous ceux qui sont branchés n'ont pas forcément l'énergie, mais parce qu'en fait, la source n'est pas suffisante, il y a un déficit. Et donc, pour nous, lorsqu'on a quand même un réseau électrique disponible, on peut injecter notre production à ce réseau, sur ce réseau, pour que les populations puissent l'avoir. Autrement, il va falloir ajouter au budget les coûts de distribution et de transport d'énergie électrique. Parce que si le site de production est à 2 km des habitations, il va falloir, une fois réalisé la centrale, il va falloir transporter cette énergie sur 2 km avec, donc notamment, on peut utiliser un transformateur élévateur pour transporter cette énergie à moyenne tension. Et après, une fois au village, on trouve un transformateur abaisseur pour distribuer cette énergie en basse tension et éventuellement, si bien sûr la puissance est suffisante et que dans les parages, il y a d'autres villages qui en ont besoin, on peut également faire de même en élevant la tension avec des équipements qu'il faut. Et bref, le réseau électrique, la disponibilité du réseau électrique doit être étudiée, pas pour dire qu'elle doit être garantie, parce que si elle ne l'est pas, eh bien, nous allons devoir l'inclure dans la problématique, dans le budget, pour que, une fois la centrale construite, que les populations puissent être effectivement raccordées. Voilà. Les 4 étapes initiales, plutôt les 4 étapes les 4 questions de la deuxième étape à laquelle il faut répondre pour passer à la troisième étape. Alors, nous y allons. La troisième étape consiste donc ici en une estimation de puissance. Alors, bien sûr, vous pourrez penser qu'on l'a déjà fait, mais pas tout à fait. Vous savez, la puissance d'une picocentrale hydroélectrique dépend, comme je l'ai dit tantôt, de plusieurs paramètres. Mais le dénivelé, qui est donc la hauteur de chute, c'est important. Le débit de l'eau, on l'a dit également. Il y a également
lorsqu'on regarde la façon dont cette eau va aller être turbinée avant d'aller rejoindre son lit, eh bien, il est possible que la conduite forcée soit relativement longue. Voilà, il y a des installations où la conduite forcée peut faire 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres et même plus. Et cette conduite forcée, c'est une canalisation, un tuyau, n'est-ce pas, un tube qui coûte relativement cher. C'est d'ailleurs parmi les prix, les produits, l'équipement, l'élément l'un des éléments les plus chers d'une installation Pico. Et donc, non seulement ça coûte cher, mais en plus, la conduite forcée engendre des pertes de charge. Donc, la puissance hydraulique que nous avons calculée en amont ne pourra pas être convertie totalement en énergie électrique parce que la présence des pertes de charge dans les canalisations va réduire quelquefois de manière significative cette puissance-là. Et donc, il est question de réajuster la valeur de cette puissance après avoir mené ces investigations préalables. Ici, on dit de faire une estimation préliminaire des hauteurs et des débits dans la zone pour déterminer s'il y aura probablement suffisamment de puissance. Parce que si après les pertes observées en ligne dans la conduite forcée et les autres ouvrages de génie civil et même les ouvrages, la turbine a également un gain, un rendement de conversion. L'alternateur également a un rendement de conversion. Si après avoir affecté à la puissance brute les éléments nécessaires pour obtenir la puissance nette, on réalise que le résultat de la puissance nette est suffisamment important, intéressant pour aller de l'avant. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on peut continuer. Parce qu'il est possible qu'on puisse identifier une puissance brute importante, mais qu'avec les distances et les longueurs et tout ça, sans même nécessairement parler de coût, eh bien que la puissance nette, puissance électrique nette, ne soit pas suffisamment intéressante pour les contributeurs au projet, et donc que le projet puisse être annulé ou abandonné ou revu dans sa conception, parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tellement la puissance qui intéresse les villageois, mais c'est l'énergie. Alors, on peut avoir une faible puissance, ok, mais il va falloir se doter d'équipements accessoires pour que, comme cette puissance est mobilisée 24 heures sur 24, eh bien que l'énergie hydroélectrique qui va pouvoir être produite pendant toute la durée de fonctionnement de la centrale, que cette énergie soit mise à la disposition des bénéficiaires, notamment qu'elle puisse être stockée sur le site, dans le local central ou dans un local annexe, parce que comme la puissance n'est pas importante, eh bien, toute l'énergie qui aura quand même été produite avec la petite puissance a été stockée, donc elle va pouvoir être mise à la disposition des populations, parce que les populations rurales ne consomment pas forcément beaucoup d'énergie en plein jour ou à chaque instant. Par contre, lorsqu'elles en ont besoin, il faut qu'elles soient disponibles. C'est pour ça que le stockage de l'énergie est tout à fait indiqué pour les faibles puissances. Ça permet donc d'assurer la continuité du service. Et il est même possible que certains équipements beaucoup plus puissants que la puissance installée puissent fonctionner. On installe des convertisseurs de puissance. On peut faire brancher des appareils de puissance 5 kW, alors que la puissance de la centrale n'est que de 1 kW. Mais parce que, comme la puissance de 1 kW a fonctionné 24 heures sur 24, elle a eu l'occasion de stocker l'énergie, notamment 1 kW va stocker 24 kWh en 24 heures, eh bien, je peux tout à fait brancher une machine qui consomme 5 kW pendant 2 heures, 3 heures, ça va pouvoir fonctionner, bien que nettement plus puissant. Bref, ça c'est notre cuisine interne que nous allons pouvoir déployer pour répondre à ce type de questions. Alors, la quatrième étape, elle concerne l'enquête de demande. Enquête de demande A. En fait, il y a 2 enquêtes de demande.
La A et la B. Alors ici, la première enquête de demande répond à 3 questions. On veut estimer le nombre de maisons dans un rayon d'1 kilomètre de l'approvisionnement en électricité. Souvent, oui, il faut bien qu'il y ait, pour avoir une idée des contributions des uns et des autres, et puis parce qu'il faut présenter aux responsables de la collectivité ou de la communauté un projet que lui-même va présenter à tous les bénéficiaires potentiels. Alors, donc, il faut les identifier. Il y a un petit travail à faire sur le terrain. Parmi ces maisons qu'on a identifiées, quelles sont celles qui sont prêtes à payer pour l'approvisionnement en électricité? Alors, tout le monde n'est pas forcément prêt, d'autres ont leurs solutions alternatives, d'autres ne sont pas intéressés, enfin bref, tout le monde n'est pas forcément partant. Eh bien, pour ceux qui sont partants, eh bien, on veut savoir quels sont ceux qui sont intéressés. Comme ça, la suite des pourparlers va s'adresser uniquement aux habitants des maisons qui sont intéressés. Alors, deuxième question, un rayon de 1 kilomètre est la distance sur laquelle l'électricité peut être transportée plus facilement et plus économiquement, parce que, voyez-vous, si la distance est plus longue, les pertes en ligne, les pertes joules qui se font sur la distribution, notamment lorsque les puissances produites ne sont pas importantes, on ne peut pas payer une infrastructure de production d'électricité pour qu'elle soit dissipée en chaleur dans la transmission, dans la distribution, dans les réseaux. Cette énergie, on en a besoin pour qu'elle soit accessible au point d'utilisation, pas dans les déperditions de la distribution. Alors, donc, c'est pour cela que les distances de 1 km sont indiquées pour le réseau de distribution. Cela ne veut pas dire que si on a plus qu'un kilomètre, le projet n'est pas viable, non. Sauf qu'il va falloir prendre des dispositions qui s'imposent. Notamment, ils ont effectué un réseau de transport, n'est-ce pas, en élevant la tension, parce que c'est en utilisant un transformateur élévateur pour élever la tension, en moyenne passer de la basse tension en moyenne tension, qu'on diminue les pertes en ligne. Alors, il faudrait voir si les pertes d'énergie en ligne, en termes de coûts, l'emportent sur le financement d'un poste de transformation élévateur, puis d'un poste de transformation abaisseur, ensuite des lignes haute tension, enfin moyenne tension en tout cas. Alors, bref, c'est cette étude technico-économique qu'il faut effectuer pour déterminer l'optimum technico-économique pour que le projet soit viable. Alors, la troisième étape consiste à faire des hypothèses sur le coût d'investissement, le coût d'entretien, le coût d'exploitation et l'utilisation. Parce que nous allons vendre cette électricité aux consommateurs, aux utilisateurs. Quand elle est produite, elle va être vendue aux utilisateurs. Donc, il faudrait que le prix de revient de cette énergie ne soit pas une vue de l'esprit, qu'il puisse être calculé sur la base des dépenses réelles en tenant compte des coûts d'acquisition, des coûts de mise en œuvre, des coûts de développement, bref, des coûts de conduite, la conduite du projet, le coût de maintenance, les coûts d'entretien. Il y a plusieurs coûts qui sont observés lorsqu'on exploite une installation comme celle-là qui a une durée de vie moyenne de 50 ans. Lorsqu'elle est bien entretenue, l'hydroélectricité, ce n'est pas les panneaux solaires, ce n'est pas le groupe électrogène. Il y a les petites hydroélectricités, les petites installations qui peuvent durer 100 ans si elles sont bien entretenues. Ce n'est pas impossible. Donc, pendant la durée de vie du projet, il faut prendre en considération tous ces coûts pour attribuer une valeur juste au prix de vente de l'électricité. Voilà. Alors, c'est lorsque on a présenté aux populations le prix de vente de cette électricité et qu'elles ont adhéré au projet que nous allons pouvoir se dire,
Oui, effectivement, le projet est viable. On peut continuer parce que, bon, on a vu que produire l'électricité, là, c'est intéressant. Le prix de vente est de temps. Les gens sont prêts. Et donc, hop, on peut continuer. Alors, l'enquête B de la demande, là, consiste à examiner quelles activités existantes qui nécessitent des dépenses en énergie ou qui prennent beaucoup de temps à être réalisées. Et, beaucoup de temps à réaliser, donc bénéficieraient de l'électricité. Voilà. Là, ça veut dire que il est possible que dans le village en question, parce que d'aucuns pensent que l'électricité, c'est pour allumer la lampe, charger son téléphone, regarder la télévision, puis bah, à la limite, c'est tout, utiliser l'électroménager. Non. L'électricité permet de, de créer de la richesse, de créer de la valeur ajoutée, de créer des activités qui n'existent pas, qui n'existeraient jamais sur le site sans électricité. Donc l'électricité permet à un village de passer d'un village agricole à un village artisanal ou semi-industriel, parce qu'il y a l'électricité. Et donc, dans l'analyse, nous pouvons identifier les activités qui sont là et qui pourraient être mécanisées désormais grâce à l'électricité. Et c'est comme ça que dans l'évaluation des recettes financières qui vont résulter de la mise en œuvre de cette installation, nous allons pouvoir se dire, par exemple, tiens, avec cette électricité, certains kilowattheures seront vendus pour l'éclairage, pour l'électronique, pour l'électroménager, mais d'autres kilowattheures pourront être vendus pour la force mécanique, pour broyer le cacao, pour écraser le manioc, faire des menuiseries, les ateliers de métallurgie, des coiffeurs pourront s'installer, bref, toutes les activités qui ont besoin d'électricité peuvent s'installer dans le village une fois que nous avons mis en place les installations. Voyez-vous, et ces activités sont génératrices de revenus, ça va faire des recettes, ça va faire que l'exode rural va être réduit, les populations originaires de ces villages qui sont en ville parce que ayant fui le village où il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, disent-ils, eh bien, pourront désormais y retourner pour récupérer pour réaliser ces nouvelles activités-là qui sont désormais possibles et gagner beaucoup plus d'argent. Et voilà encore un moyen de justifier l'investissement dans la petite centrale hydroélectrique. Alors, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre cette campagne de sensibilisation en abordant d'autres étapes, les futures, des prochaines étapes. Cela va vous permettre aux populations rurales concernées d'avoir une idée plus précise de la démarche afin qu'elles puissent mieux s'organiser et se préparer en conséquence. Alors, bien sûr, la vidéo est faite pour que les populations concernées puissent poser des questions, puissent nous revenir pour qu'on leur donne des compléments d'information et que nous puissions mettre en place un projet de pico-centrale hydroélectrique dans leur village. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.